Bonjour. Vous tombez bien? J'ai presque terminé. Enfin presque. Il y a encore toutes les découpes autour des fenêtres. Et ça prend toujours pas mal de temps. Avant que je vous montre comment ça s'est passé, il faut que je vous dise qu'à la base, c'est pas ce que je voulais poser. Je voulais mettre du bois brut de scierie. Alors, déjà, ça commence par un lattage et un contre-lattage, alors que là, il y a juste le contre-lattage. Forcément, il a fallu que j'adapte pour poser ce bardage. J'ai changé d'avis parce qu'en ce moment, les prix sont complètement délirants pour le bois. En plus, avec le bois vert, il y a pas mal de contraintes. Premièrement, le bois est vert, donc il va rétrécir. Il faut prévoir pas mal de surfaces de recouvrement. Donc c'est un coût en plus. Et puis vous êtes obligé de poser votre bois sortant de la scierie, c'est-à-dire pas raboté. Quand il séchera, ils sont encore plus rugueux. Alors côté finition, le choix est restreint, et c'est peut-être certainement pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent le mélèze ou le Douglas nu et qui grisent avec le temps. Moi, j'aime pas trop cette finition-là, je trouve ça un peu sale. Alors qu'avec ces lames-là, une fois que vous les avez posées, il n'y a plus rien à faire. Alors c'est sûr que le jour où vous déciderez de les enlever, vous vous retrouvez avec un tas de poubelles, puisque c'est du fibrociment sans amiante, puisqu'il est produit actuellement, l'amiante c'est interdit. Mais ouais, le bois c'est toujours plus recyclable que du ciment. Alors, on peut faire des remblais avec, mais bon, voilà. La pose n'a pas été si simple que ça, parce qu'il y a des cornières, il y a des rebords de fenêtres, les choses s'emboîtent, il faut les mettre correctement. Et ça commence même donc par la pose du contre-lattage. Et moi, avec le peu d'informations qu'on m'a donné, il a fallu que j'y aille à tâtons. Mais je vous rassure, ça s'est bien passé. Voici les faces nord et ouest avec déjà quelques rajouts de contre-lattage. J'ai doublé la largeur là où il y aura des raccords de lames. J'en ai mis aux 4 coins de la tiny house pour y fixer les cornières et de chaque côté des fenêtres. Mais à ce stade, je n'ai vu les profils que sur une présentation et je ne sais pas précisément comment les poser. Alors là, évidemment, c'est plus du tout la même histoire. Le tasseau est comme ça oblique. Je l'ai vissé. Je ne l'ai pas cloué. Je l'ai vissé comme ça, pensant qu'il allait aller tout droit, mais je pense que ouais, c'est le pare-pluie là, il est bien tendu et il pouvait pas, il a fait résistance. Donc il est de traviole. Mais le vrai problème, il est là. Vous voyez ici. Bon, déjà il y a le pare-pluie par-dessus. Donc ça veut dire que même si je découpais pour enlever ce contre-lattage, l'isolant derrière, il sera arraché parce que je vous rappelle qu'il y a de la colle. Et la colle, elle a fait des bavures et ça s'est collé. Et puis elle colle vachement bien, ça s'est collé sur les lattes. Donc ça arracherait, ce serait compliqué. Et en le fixant, ça a écrasé. Donc là, c'est vraiment pas droit. Et forcément, c'est un problème parce que les lattes se rejoignent ici. Donc s'il y en a une qui est un peu plus haute que la première, ça va pas être très esthétique. Au-dessus, il va falloir que ça s'emboîte. Donc je sais pas, il va falloir composer avec ça. Je vais essayer d'enlever de la matière, mais peut-être que des cales, ce sera mieux. Ça va pas être simple. Ça c'est le premier que j'ai posé. Pour celui de devant, je vais diminuer l'épaisseur et je vais mettre le contre-lattage le plus haut ras possible. Et ça devrait marcher si c'est moins épais. Si c'était à refaire, je ne me serais pas autant embêté. J'aurais juste doublé en haut et en bas, de façon à ce que les premières et les dernières lames soient bien fixées. Pour le reste, il y a des rainures et des languettes, alors ça ne risque pas de bouger. Bon, là c'est pas possible. Je m'y suis reprise pourtant à plusieurs fois. Voilà, en bas c'est bien, là c'est plus bien. Peut-être parce qu'il y a une surépaisseur ici. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop le choix en réalité. Il faut la fixer puis ensuite la redresser. Mais comment? Bonne nouvelle, je pense que je la tiens ma solution. Un rabot électrique, enfin sur batterie. C'est pratique les batteries. J'ai essayé un coup là. C'est mon premier essai, donc forcément j'ai un peu foiré, mais je pense que je peux faire mieux sur les autres. J'ai un petit peu foiré parce que j'ai accroché le pare-pluie.
Mon erreur, c'est que je suis venu comme ça par-dessus, c'est pas la peine, je peux rester là sur le bord. Et si je reste sur le bord, je mords pas sur le pare-pluie. Bon, c'est pas très grave, il va y avoir une protection par-dessus. Voilà. C'est juste un peu plus de boulot. J'en suis pas au premier truc qui me fait perdre du temps. Voici comment se passe le début de la pose. Vous voyez les fameuses bandes EPDM sur le contrelatage. C'est pour éviter les remontées capillaires d'humidité. En bas, on place un rail sur lequel viendra s'emboîter la première lame. Et dans le coin, il y a une cornière. Et c'est bien pratique, ça évite de devoir faire des coupes parfaitement alignées. Bien. Alors... mettre ça en hauteur, toute seule sur une échelle, je le sens, ça va être coton. Plus de 3 mètres, hein. C'est un peu lourd, mais surtout en équilibre sur une échelle. Ouais. Et puis il y a tous ces petits allers-retours pour que la languette rentre bien dans la rainure. La plupart du temps ça se passe bien, mais parfois faut s'y prendre à plusieurs reprises. Et après, faut clouer. Je sais, il y en a beaucoup qui se disent « t'aurais dû prendre un échafaudage ». Mais dans quelques mois vous comprendrez pourquoi je n'ai pas envie de m'encombrer d'un échafaudage. Là, j'arrive à bonne hauteur pour pouvoir insuffler dans ces cavités-là, sous la fenêtre. Là aussi, il y en a une. Je préfère déchirer le pare-pluie plutôt que de faire un trou dans l'OSB à l'intérieur. Sur cette face et l'autre à l'opposé, j'ai ce choix-là. Pour la face nord et la face sud, comme il y a l'isolant à l'extérieur, il va falloir que je perce l'OSB. C'est plus de boulot, je trouve. Parce que là, il y aura juste à mettre un scotch, un coup de cutter et du scotch. Un sac de watts dans la machine et c'est parti! Avec le soleil, on voit bien passer la watt dans le tuyau. Je vérifie que c'est suffisamment dense et bien rempli partout. Je referme et je passe au suivant. En fait, je m'arrête pas en si bon chemin, je remplis toute la partie basse du mur avant de poser le bardage. Quand je dis que j'ai beaucoup de chance, regardez le raccord que ça va faire. Pratiquement aucun en fait, hein. Je vais juste couper un peu la languette là. Et les lames sur la partie basse de l'ouverture de la fenêtre seront recouvertes par ce profil. Bon, là je vais devoir faire preuve d'imagination. Donc, j'essaye de voir où commence la coupe et combien de centimètres il faut enlever. Je prends un repère pour le bord de ma fenêtre. Ça arrive pile au-dessus de la petite rainure que vous ne voyez pas. Enfin, pile au-dessus, ça fait 1 mm. Alors le profil fait 15 de profondeur. J'enlève 12 mm par rapport à la hauteur de l'encoche qui est faite pour recevoir la bavette. Enlever 12 mm sur 4 cm, ça fait une belle pente, hein. Je vous laisse calculer le pourcentage. Mais à vide nez, ça devrait le faire. Et voilà, c'est ça là. Je vais devoir découper ça et donc m'arrêter là. À l'autre bout, ce sera sur le morceau qu'il va falloir rajouter. En réalité, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour les ouvertures. Par quoi s'il faut commencer? Le rail du bas? Ceux des côtés? Celui du haut, j'imagine que non. Ouais, d'accord. Donc, il aurait fallu d'abord mettre ces baguettes sur les côtés. Ce qui n'est pas très logique en soi. Et puis, comment les positionner? Parce qu'on doit mettre d'abord cette latte. Enfin, ouais. J'y vais à tâtons et je finis par comprendre. Ça me prend un certain temps. Eh ben, c'est pas gagné cette histoire. Vous voyez ce que j'ai réussi à faire l'autre soir? Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'images parce que j'ai fini dans le noir à 10h du soir. C'est pour ça que j'ai cette bonne tête fatiguée et que je parle tout doucement. Travailler dans le froid, ça me tue. Mais j'ai voulu me dépêcher pour pouvoir couvrir ce qui avait déjà été isolé en dessous. Il y a des grosses averses, alors je vais naviguer entre les averses parce que j'ai un impératif. Le week-end prochain, c'est-à-dire précisément dans 8 jours, quelqu'un vient m'aider pour faire le toit.
Ça veut dire qu'il faut que je sois prête. Donc, je me grouille, j'y retourne. Bien sûr, je galère pas mal pour poser le rail toute seule. J'ai un peu de chance dans mon malheur. La pluie vient du nord. Et là, je suis sur la face sud. On dirait de la grêle, en fait. C'est de la grêle. C'est génial. La fatigue, le froid, la grêle, les jours à venir vont être fantastiques. Je le sens déjà. Allez, on se motive un petit peu. Mais je vais faire un truc très fastoche, je vais juste coller le rail et toute la partie à côté sera finie. On verra plus les décalages. Il y a déjà plein de pluie sur l'appareil photo, ça va être compliqué de filmer. Hein. Mais bon, du moment que j'avance, c'est ce qui compte. En fait, très vite, je suis obligé d'arrêter de filmer. Il pleut trop. Bonne nouvelle, ça y est, je pense que j'ai compris comment j'allais devoir installer le tour des fenêtres. Ça là, c'est les cornières, les mêmes que à chaque coin. Et dans l'idéal, il faudrait poser les cornières comme ça, cette languette de fixation à l'intérieur. Sauf que, moi, mes tasseaux, ils viennent pas au ras. J'ai rajouté quelques tasseaux parce qu'ils étaient vraiment très éloignés, mais là, les nouveaux, ils sont pas encore suffisamment à la bonne place. Donc, je vais les poser dans l'autre sens. En le coupant comme ça à 45 degrés, cette chambre-là, elle est dans le vide. Donc, c'est-à-dire le morceau qui va habiller l'intérieur de la fenêtre, le renvoi de la fenêtre, eh ben, il serait visible. Ça va faire un raccord ici. Donc, j'ai pas trop le choix, il faut que je le pose droit. Il faut que je le pose droit avec le profil inférieur et supérieur qui arrive à cette hauteur-là. Donc, ça fera un petit décrochage. S'il est propre, ça va. Mais j'ai pas trop le choix parce que je vois pas comment est-ce qu'on pourrait couper droit comme ça ensuite à 45 degrés ici. Non, ce serait pas possible. Donc, on va se démerder comme ça. J'ai toujours aimé les énigmes. Et ben là, je suis servi. On s'éclate. Donc, cette fois-ci, j'y vais en posant les profils sur les côtés. On verra bien ce que ça donne. Je mets en place les morceaux pour m'assurer que tout va bien et je les pose. Et voici le premier coin. Je vais arracher la peinture, je vais faire un raccord de peinture, ça va aller. Quelques instants après, bon vous inquiétez pas, avec la lame du dessus, ça fera juste un tout petit trou. Personne ne le verra. On est le lendemain aujourd'hui et j'ai pas du tout fini cette façade sud comme prévu. Bon, le plus dur est fait, mais le truc c'est qu'aujourd'hui je suis crevée. Je sais pas si c'est le froid, si c'est le fait de monter, descendre. Les deux, mon capitaine, allez, dépêche-toi parce que demain, Sébastien arrive et t'es loin d'avoir fini. Alors, on se magne! Encore une journée très poussive, harassante, mais je finis cette façade. C'est ce qui compte. Je vous présente Sébastien, mon sauveur. Grâce à lui, non seulement la tiny house ne souffrira plus d'infiltration, mais en plus, c'est lui qui fait tout le taf. Quel bonheur! Moi, j'ai juste à rentrer les lames pour les protéger de la pluie parce que quelques jours plus tard, je pars. Je vais me faire une pause pour les fêtes. Mais avant ça, intéressons-nous au toit. Pour poser la gouttière, il faut rajouter une dernière lame de bardage. Et justement, la gouttière. Oh, quelle jolie soudure! C'est Sébastien qui les a faites. Et maintenant, il va faire le trou de naissance. Je vous laisse observer tranquillement. C'est fou. Mais en fait, c'est logique. Ça va être bien plus fort, quoi. Non, ça arrache le zinc. On le fait quand on n'a pas le choix parce qu'on est obligé de poser la gouttière à même. Allez. C'est pas la bonne cisaille que j'ai pour faire ça. Ah ouais? Non. Bah, t'es pas bien, hein. Non, ça fait pas. C'est
pas ce que je préfère. Non, tu vois, ça déforme. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Ça flambe. j'aime pas quand ça déforme. Magnifique. À peine, à peine. À peine. Ça demande un petit Ah peu. oui, un tout petit peu. Ouais, bah là c'est bon. Ça va y aller. Si tu y tiens. Sauf que... un peu d'après. Là, tu as besoin d'avoir de l'épaisseur dans la soudure. C'est comme l'autre. C'est là, je pointe pour le mettre Ouais. en place, soudure lisse, Ah, et après tu... et après je refais des points D'accord. pour renforcer. Donc ça, c'est la première passe. Mais c'est pas assez solide. Ouais, c'est épais là, hein. Et tranquille, ça lâchera pas. C'est une grosse pâquerette. Maintenant, les crochets. Ça bougera jamais. On met le premier, ok. Impeccable. Le dernier, une corde entre les deux, et on vérifie la pente. Tadam! Quand je vous dis qu'il est rapide. Là, Ouais. c'est le derrière du tuyau parce que là c'est serti. C'est un Ouais. tuyau serti. Il y a des tuyaux soudés, tu mets toujours derrière. C'est vrai que devant ça fait pas joli. En plus. Il va pas bouger. Comme ça fait propre. Le collier, il arrive au bout du tuyau. Ouais, mais tu le vois pas. C'est ça. Non, mais tu le vois pas. De toute façon, t'as l'autre qui vient dessus. Ça fait pas 50 000 raccords. Ça rajoute pas du raccord au raccord, quoi. Et normalement, si tu te débrouilles bien, tu vois même pas le raccord, tu vois juste la bague. Ouais. Normalement. Après, je sais pas si je suis assez bon pour ça. Ouais, moi aussi j'ai des doutes. On verra. Et tu soudes que l'arrière comme ça? Non. Ah, Non, tu non, fais tout le tour. je le maintiens pour qu'il y prête bien, à peu près. Des capes. Ça va aller, je te remercie. Celle-là, elle a la longueur habituelle. C'est ça. Il y a des tuyaux de 3 mètres qui existent aussi, mais... Et sur un tuyau de 3 mètres, tu mets pareil de... Ouais, tout pareil. Ah ouais, là, elle est très fine en fait. C'est juste un maintien. Ouais, Pas autant de force que ça, c'est... Oui, ouais, je comprends, c'est logique. Il n'y a pas d'étanchéité à voir là, en fait. Je vois pas bien, en fait, le collier, il vient buter sur... Ah ouais, il vient buter sur la bague que t'as mis au-dessus. C'est ça. Ok. Et là, t'es déjà en train de plier les gouttières. Ouais. Ça se plie. Ça m'évite de remonter 2 fois. C'est juste, tu plies comme ça et c'est bon. Ouais. Quand c'est du PVC, comment tu fais la soudure? Avec de la colle. Une gouttière en PVC, c'est une insulte pour lui. Mais en même temps, c'est un peu pourri, quoi. C'est un peu pourri et ça coûte très très cher. Surtout les accessoires. Voilà. Et ça dure combien de temps une gouttière en PVC? Jusqu'à ce que le PVC il craque, quoi. C'est-à-dire 20-30 Ça, ans? en règle générale, la colle lâche avant, au niveau des soudures. Ouais. Tu vas voir du verre qui va se mettre, ça va pisser, et puis là, à recoller. Au bout de 20 ans, ton plastique, de toute façon, il fait la Combien? gueule. 20 ans? Moins que ça, beaucoup moins que ça. Bah, carrément, hein. Ouais. En 5-6 ans déjà, elle commence déjà à fatiguer. Ouais. Et puis, alors qu'une gouttière comme ça en zinc, ça dure combien de temps? 30, 40. Pas plus? Ah, tu m'avais dit que le cuivre, c'était beaucoup plus, non? Ouais. C'est combien? Bah, le truc, c'est que le zinc, ça reste un métal tendre.
Ouais. et qui s'oxyde tout pareil. Ouais. Mais il perce, le cuivre perce beaucoup moins. Sauf problème, 60 ans, ta gouttière, elle aura pas bougé, quoi, en cuivre. Pratiquement, ouais. Ouais. Après, c'est pareil, hein, t'en as qui ont 50, 60 ans, ça dépend des expositions, Ouais. ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. En réalité, c'est maintenant que ça se corse. Alors Puis en plus, il y a le vent qui nous aide pas. Bon, bah, il y a une découpe. Ça dépasse trop au-dessus de la gouttière. Oh, fait chier. C'est ici qu'il va falloir prendre des décisions pour le raccord sur le toit. Le bac acier sera positionné comme ça au-dessus de la gouttière. Il le fixe. Et une fois que toute la rangée est posée, il coupe la partie haute. Maintenant, il s'agit de faire la jonction entre les deux pentes. Pour ça, j'ai acheté une petite plieuse qui vaut pas grand chose, mais on s'en accommode. D'emblée, on est limité à une largeur de 80 cm. Voilà. Et donc là, après, Là, je vais couper les remontées. Ouais. Et là, il faut que je découpe le plat pour regarder là. Nous. Ouais. Je vais le couper pour le mettre en place. Et après, je vais amener ma tôle derrière que je vais tracer et que je couperai sur place aussi. Il va nous montrer pour la première, mais ça veut dire que pour tout le reste, il va devoir découper sur le toit, en fonction du positionnement de chaque tôle. Elles sont bien droites, hein, tes coupes. 20 ans d'expérience. Hein. Ouais, c'est la chute qui est courbée. C'est ça. Alors après, ce que j'aurais tendance à vouloir faire, c'est de raplatir cette partie-là. Avant de la couper? Même sans la couper. Ah ouais. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? On s'en fout qu'elle reste là. Ouais. Absolument. Ça te fait moins de boulot. Oui, Ça se verra pas du tout. Bah, c'est pas le fait que ça se voie ou que ça se voie pas, mais ça te fait plus d'en bas. Ah oui, en plus. Ça fait toujours plus d'en bas. Ici, t'es tranquille, t'as une remontée, donc la flotte, elle pourra pas venir. Mhm. Mais là, si je laisse qu'un peu comme ça, la flotte, bon bah... Ouais. C'est toujours une sécurité de plus. Tu vois, ta plaque, elle va arriver là. Et tu vois, impeccable. Mhm. Et elle va Ok, être non, fixée, là. et il va falloir que je prenne bien mes cotes, parce qu'elle sera fixée derrière ça. Ah ouais, bien sûr. Ah oui, ouais. parce que si je la fixe là... Bah oui, non. Donc en fait, j'ai mon bout de bois qui est là-haut. Mon bout de bois qui est là-haut, il arrive ici, à peu près. Là, il fait la largeur là, à peu près. Ah ouais, donc t'as pas beaucoup de marge. Bah, en fait, j'ai suffisamment pour appuyer ma tôle, Ouais. pour pas qu'elle s'affaisse. Ouais. Et comme ça, j'ai ce qu'il faut pour Ouais. fixer là. Bah, de toute façon, je vais l'amener au maximum. Je sais pas trop encore, ça va être au niveau de ton fêtage qui va me guider en fait. Je vous présente Aurore, l'épouse de Sébastien. On l'a déjà entendu un petit peu tout à l'heure. Une fois que les tôles sont coupées et pliées, bah Sébastien se retrouve tout seul sur le toit, à bosser. Et nous, pendant ce temps-là, on bosse dur aussi, faut pas croire. Regardez-moi ce travail. J'aurais difficilement pu rêver de mieux. C'est super propre. Enfin presque. Vous m'en voulez si je vous dis que j'ai oublié de filmer le toit terminé? Bah ouais, mais j'étais super fatiguée. Il fallait vraiment que je parte en vacances. Si je filme maintenant, vous verrez le bardage terminé, ça n'aurait aucun sens. Bon, allez, on enchaîne. Donc là, c'est à la rentrée. Bonne année. Et si on commençait par de l'insufflation? Bah oui, ce serait pas mal si je finissais ce mur. Bon, j'accélère un peu parce que vous savez déjà comment ça se passe. Eh, mais c'est quoi ce bord? Sylvie, c'est pas du tout droit, enfin. En fait, là où c'est pas droit, c'est qu'il y a un petit peu trop de matière, mais... Donc tout va bien, ne vous inquiétez pas, ce sera joli à la fin. Ouais, c'est ça, heureusement qu'il y aura les rebords de toit. Bon, je vais m'occuper de la grille anti-rongeur.
Le contre-latage dépasse parce que il y a le rail de début. Mais pendant très longtemps, je ne savais pas s'il y allait avoir juste ce contre-latage ou du latage dessus. Je ne savais pas que ça allait dépasser, donc voilà. Maintenant, je fais avec ce que j'ai. Je vais clouer la grille ici et à chaque contre-latage, je vais découper. Je vais découper avec ça parce que c'est hyper dur ce truc-là, évidemment. Encore une position sympa pour travailler. Les grilles anti-rongeurs, c'est généralement des espèces de cornières avec des trous sur la partie inférieure. Mais j'ai préféré prendre ces bandes-là pour les raisons que je viens d'évoquer. J'aurais même pu mettre 2 bandes côte à côte si besoin. Il n'y aura pas de rongeurs qui vont rentrer, hein. Juste après, je m'occupe de cette façade. En gros, il se passe exactement la même chose que celle qui est à l'opposé, alors je vous la fais courte. Seules 2 choses diffèrent. Je veux mettre de la lumière au-dessus de la porte, donc il faut faire passer les fils. Et j'aimerais autant qu'ils passent à l'angle d'une entretoise et d'un montant. Comme ça ne fera aucune résistance pour insuffler l'isolation. Je pense que ça tombe là-dessus. Hey! Il est juste là. Hey, rock'n'roll. Parfait. Ce serait dommage de ne pas mettre une lumière dehors. En fait, je vais mettre ça, c'est un tuyau PU. Ça fait pour. Mais pour l'instant, j'ai pas encore de gaine. Non, même sur moi. Et voilà. Le plus dur reste à faire, c'est-à-dire un trou dans la lame, au bon endroit et si possible propre. Voilà mon super marquage. Quoi, vous le voyez pas? Il est pile là, regardez. On est d'accord, hein, c'est pas du tout fait pour ça. Hein. Ah. Ok. Voilà. Donc là, ça a transpercé. On va faire un beau trou de ce côté-là. Eh mais ça creuse vachement bien en fait. Eh, les doigts dans le nez. Je pensais que j'allais galérer. Fastoche. Alors ce qui est difficile, ça va être de faire rentrer le tuyau. Parce que ça fait pile ce qu'il faut. Et la difficulté ne se termine pas là, c'est que autour du tuyau, je vais devoir mettre du scotch collé sur le pare-pluie. Je rappelle que ça colle pas bien du tout. Et sur le dessous, ça va pas être simple. Le problème, c'est que je peux pas pousser sur le tuyau. Il est trop haut. Faudrait que quelqu'un pousse là. Hein? Tu peux pas venir pousser? Bon, je me débrouille toute seule, je vais à l'intérieur et je pousse. Ah, mais je suis dedans, c'est bien ça. J'ai qu'à pousser. Il n'y a plus qu'à mettre le scotch, mais là, c'est pas simple. C'est aura là, parfait. Et regardez. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Je peux pas vous montrer mieux, mais je suis allée partout, même en dessous. Maintenant, la deuxième difficulté sur cette façade. Avant de finir la pose du bardage jusqu'en haut, je vais faire un trou ici pour passer une VMC. C'est très important de bien aérer. Il y a des distances minimum à respecter. Hein. Évidemment, le premier est tombé sur un montant. Et puis, je vais faire une armature pour pouvoir bien le maintenir. Le tube est légèrement incliné vers l'extérieur pour éviter que l'eau ne remonte, évidemment. Et puis, il va y avoir des caches à l'extérieur, des caches à l'intérieur. Enfin, ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de l'ouverture. Comme j'ai pas de scie cloche de 180, je perce un trou et je découpe avec une scie sauteuse. Oups! Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas besoin de le recoller, alors... J'ai été très large. Donc là, je suis perpendiculaire.
disent pas vraiment la distance, mais il faut que l'extérieur soit 3 mm plus bas que l'intérieur. 3 mm, ça doit être l'épaisseur de ce tube. Hein. Comme vous ne voyez rien, je vais vous expliquer ce que je fais. Je maintiens le tube perpendiculaire, je dessine l'intérieur sur le pare-pluie, puis je vais découper de façon à ce que j'ai un peu de mal à le faire passer au travers du pare-pluie. Comme ça, il sera déjà assez bien maintenu. Le lendemain, encore une journée bien humide et très froide. Il est 2h de l'après-midi. Ça se voit pas trop, hein. Il fait un froid de canard. C'est terrible. L'avantage, c'est qu'on peut voir que les gouttes sont plutôt sur l'extrémité du tube. Ça veut dire que la pente est suffisante. C'est super, ça tombe entre deux lames et à peu près à la moitié. Je dessine le contour extérieur du tube. Et maintenant, pour que la coupe soit belle, je vais mettre cette planche martyre. Voilà. Cool, c'est propre. Je mets la lame en place pour découper la suivante et je commence tout de suite à scotcher. Je scotche aussi à l'intérieur de la tiny sur l'OSB. Puis je pose ce fameux encadrement qui est supposé maintenir le tube en place. Bon, avec le bardage, l'isolation à l'intérieur du mur et tout ce scotch, je pense que ça n'aurait de toute façon pas bougé. Enfin, il n'y a plus qu'à faire la face nord avec ces fameux contrelatages pas droits du tout. J'ai bien fait de la garder pour la fin. Ma petite expérience m'aide largement à trouver des solutions qui, en fait, ne sont pas très compliquées. Si j'avais su, quand vous posez une lame, elle tient sur la rainure d'en dessous. Elle est droite. Eh ben, il suffit de maintenir la languette avec votre doigt en prenant appui sur le contrelatage et vous clouez. Ne vous inquiétez pas, votre doigt ne risque rien, c'est suffisamment loin. Ce qui fait qu'elle reste en place, même si elle est un peu éloignée du contrelatage. Et donc, vous la clouez parfaitement droite. La suivante, sans quille, sans aucun problème. Ça valait le coup d'en faire toute une montagne. Et voilà, c'est terminé. Enfin, presque. Il reste encore les rebords du toit, les bavettes sous les fenêtres, et puis les volets. Oui, parce qu'il va y avoir des volets. Mais ça, c'est presque accessoire. Ce qui compte, c'est que maintenant, les fuites, c'est terminé. Donc, je vais me dépêcher d'attaquer l'intérieur, et ça tombe bien, parce que je viens de recevoir ma porte d'entrée. Alors, à bientôt! Et en plus, il pleut.